Le marché aux fleurs de Covent Garden s'éveillait à la vie en cette heure singulière qui précède l'aube véritable, lorsque Londres existait en nuances d'étain et de fumée, et que les becs de gaz brûlaient encore contre l'obscurité automnale comme des promesses incertaines. L'air était lourd d'humidité, de cette bruine persistante qui n'était ni pluie ni brume, mais quelque chose entre les deux, recouvrant les pavés d'un éclat traître et s'accrochant à la laine comme à la soie, avec une moiteur indiscriminée. Parmi les charrettes usées par le temps et les étals de fortune, où des hommes aux mains rudes arrangeaient des chrysanthèmes et des dahlias avec une surprenante tendresse, se tenait une silhouette si incongrue qu'elle aurait pu être le fantôme d'un tout autre monde. Lady Isadora Winthrop. Bien que personne de ceux qui la croisaient maintenant n'eût connu ce nom ni le poids qu'il avait autrefois porté dans les salles de bal les plus élégantes de Londres. Ses mains, qui avaient jadis porté des gants du plus fin chevreau et n'avaient touché rien de plus gênant que des bâtonnets d'éventail en ivoire et des flûtes de champagne en cristal, arrangeaient maintenant des roses avec une efficacité exercée, les épines ayant depuis longtemps appris à ses doigts où serrer et où céder. Elle portait une robe de soie bleu pâle qui avait connu des jours bien meilleurs, son ourlet souillé de boue au-delà de toute rédemption, son corsage raccommodé tant de fois que la couture originale n'était plus qu'une suggestion sous ses réparations soignées, et pourtant elle la portait comme si elle était encore au sommet de la mode, le dos droit, le menton relevé avec cette grâce particulière que nulle pauvreté ne pouvait tout à fait éteindre. Le ciel gris pleurait ses larmes froides sur ses cheveux sombres, autrefois coiffés par des femmes de chambre et ornés de plumes d'autruche, maintenant simplement épinglés à la nuque, avec les quelques épingles qu'elle pouvait se permettre. 2 années s'étaient écoulées depuis la disgrâce de son père. Le nom de Lord Winthrop n'était désormais prononcé qu'à voix basse, associé à un scandale financier, à des investissements ruineux et à la trahison d'une douzaine de familles qui lui avaient confié leur fortune. Et au cours de ces 2 années, Isadora avait appris ce que signifiait tomber des sommets de la société dans les profondeurs où personne ne vous rattrapait, où d'anciens amis traversaient la rue pour éviter de vous reconnaître, où les invitations cessaient et les portes se fermaient avec une finalité qui résonnait comme des couvercles de cercueil. Sa mère n'avait pas survécu au choc. La consomption l'avait emportée dans les 6 mois suivant leur disgrâce, bien qu'Isadora soupçonnât que c'était véritablement la honte qui lui avait volé ses derniers souffles. Maintenant, il n'y avait plus que ceci. La charrette de fleurs qu'elle louait pour 6 pence par jour, les roses qu'elle achetait avant l'aube aux marchands de gros, les calculs minutieux de profit mesurés en shillings et en pence qui faisaient la différence entre sa chambre louée et l'hospice. Elle arrangeait les fleurs avec l'œil d'une artiste, créant des compositions de crème et de cramoisi, de rose et de bordeaux, car même ici, surtout ici, la beauté importait. C'était peut-être tout ce qui restait de ce qu'elle avait été, cette insistance sur le fait que quelque chose de beau pouvait exister même dans des circonstances désespérées. Le marché s'éveillait complètement autour d'elle à mesure que la lumière grise se renforçait, des voix criant les prix et les salutations, l'odeur du café d'un vendeur voisin se mêlant au parfum vert des tiges et de la terre, et Isadora se tenait parmi ces roses, tel un ange déchu veillant sur un jardin où elle ne pourrait plus jamais entrer, attendant des clients qui pourraient dépenser quelques pièces pour une beauté qu'ils emporteraient dans des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Sebastian Blackwood, 5e duc d'Ashford, n'avait pas eu l'intention de passer par Covent Garden ce matin-là, mais sa réunion avec ses avoués s'était terminée plus tôt que prévu, et il se retrouva avec la plus rare des denrées,
du temps non planifié, et il avait donc renvoyé sa voiture et choisi de marcher, cherchant peut-être quelque répit momentané à la précision calculée qui gouvernait tous les autres aspects de son existence. C'était un homme que la société considérait avec un mélange égal de respect et de méfiance, son titre ancien et irréprochable, sa fortune considérable, sa réputation de rationalité froide légendaire dans les clubs et les salons où les hommes parlaient d'affaires et où les femmes chuchotaient sur son absence manifeste d'attache romantique. À 32 ans, il avait perfectionné l'art de la distance émotionnelle, menant ses affaires financières, sociales et les rares rencontres physiques qu'il s'autorisait, avec la même efficacité détachée que l'on pourrait appliquer à l'examen de registre, et s'il y avait quelque chose de solitaire dans cette existence, quelque chose de creux, il s'était depuis longtemps convaincu que la solitude était préférable à l'alternative que le mariage de ses parents avait démontrée avec une clarté si brutale. Le marché aux fleurs ne l'intéressait que comme un point de passage, une touche de couleur dans la matinée grise. Jusqu'à ce qu'il la vit, la femme à la charrette de rose, dont la seule posture arrêta son attention, car il avait passé suffisamment de temps au sein de l'aristocratie pour reconnaître la véritable noblesse quand il la rencontrait. Et cette femme, malgré ses circonstances évidentes dans ses vêtements usés et les callosités qu'il aperçut sur ses mains, se tenait avec une dignité qui appartenait aux salles de bal plutôt qu'aux étals de marché. Il s'approcha, observant les détails avec la même attention aiguë qu'il appliquait aux investissements potentiels. La précision de ses arrangements floraux, la propreté de sa personne malgré une pauvreté évidente, la façon dont ses yeux, des yeux remarquables, gris comme le matin même, croisèrent les siens sans la fausse audace de la sollicitation, ni la déférence craintive à laquelle il aurait pu s'attendre. « Vos roses, dit-il, sa voix portant la formalité concise qui était devenue son mode d'expression naturel. Elles sont exceptionnellement belles. » Elle inclina la tête avec une grâce qui remua quelque chose dans sa mémoire, bien qu'il ne pût l'identifier immédiatement. « Vous êtes aimable de le dire, monsieur. Elles ont été fraîchement coupées ce matin. Souhaitez-vous en acheter une ?» Sa voix confirma ce que son maintien avait suggéré. Ce n'était pas une simple vendeuse de fleurs, mais quelqu'un qui avait connu de meilleures circonstances, et Sébastien se sentit inexplicablement curieux de la trajectoire qui l'avait mené en ce lieu. « Une seule tige, » répondit-il, choisissant une fleur de couleur crème d'une perfection particulière. Leurs doigts ne se touchèrent pas, tandis qu'elle l'enveloppait dans du papier, mais il était néanmoins conscient d'elle, de la contradiction qu'elle représentait, de la façon dont elle traitait cette transaction, avec la même courtoisie qu'elle aurait pu appliquer à des échanges bien plus grands. Il la paya le double de ce qu'elle demandait, et lorsqu'elle commença à protester, il la fit taire d'un regard qui ne tolérait aucune discussion. « Pour la qualité, » dit-il simplement, et il prit sa rose, et s'éloigna en se sentant étrangement troublé, bien qu'il n'eût pu articuler pourquoi. Il ne la reconnut pas à ce moment-là, mais quelque chose dans son visage persista dans ses pensées tout au long de la journée. Une énigme qui tourmenta son esprit alors même qu'il menait ses affaires, et cette nuit-là, seul dans son bureau, il se surprit à étudier la rose qu'il avait placée dans un vase en cristal, se demandant qui était la femme qui la lui avait vendue, avec une si tranquille dignité, et éprouvant la sensation inconnue de vouloir en savoir plus. Les journées d'Isadora avaient acquis le rythme de la nécessité, cette cadence particulière que la pauvreté impose à ceux qui ne sont pas habitués à ses exigences, et elle se levait chaque matin dans l'obscurité, 4h30 d'après l'horloge en porcelaine fêlée de sa chambre louée, pour se frayer un chemin à travers des rues encore peuplées des derniers traînards de la nuit, jusqu'au marché de Gros, où elle achetait ses roses, sélectionnant chaque tige avec l'œil critique que sa mère avait autrefois appliqué au choix des tissus pour les robes de bal, rejetant toute fleur qui montrait la moindre imperfection,
car elle avait appris que ses clients, bien qu'ils ne reconnussent peut-être pas consciemment la qualité, y répondaient néanmoins, et la qualité était le seul avantage qu'elle possédait sur la douzaine d'autres vendeurs de fleurs qui se disputaient les mêmes pièces. À 6 heures, elle était à sa charrette, arrangeant les roses en étalage qui captaient le peu de lumière qu'offraient les matinées d'automne grises, et elle y restait jusqu'à ce que le crépuscule s'empare du marché, ses pieds endoloris dans des bottes qui avaient besoin d'être ressemelées, ses mains gercées malgré le baume qu'elle fabriquait à partir de moments volés et d'ingrédients moins chers, parlant aux clients avec la même courtoisie qu'elle avait autrefois employée dans les salons, ne laissant jamais sa voix s'élever dans le cri commun des camelots, ne permettant jamais au désespoir de se montrer dans son comportement, car la dignité, lui avait appris sa mère, ne dépendait pas des circonstances, mais du choix. On pouvait choisir de maintenir des normes même lorsque le monde conspirait à vous les enlever. Les autres vendeurs l'avaient d'abord considérée avec méfiance, cette dame incongrue parmi eux, mais le temps et une gentillesse authentique avaient adouci leurs réserves, et elle comptait maintenant parmi ses amies Madame Davison, qui vendait des violettes et parlait avec une affection bourrue, et le vieux Tom, dont les chrysanthèmes occupaient la charrette voisine et qui avait plus d'une fois partagé son déjeuner quand les pièces d'Isadora s'étaient faites trop rares, et la fille du vendeur de tourtes, Mary, qui rêvait d'un poste dans une grande maison et posait à Isadora d'interminables questions sur le monde qu'elle avait perdu, des questions auxquelles Isadora répondait avec patience, bien que chacune fût un petit couteau dans son cœur, lui rappelant ce qu'elle avait été. Sa chambre, atteinte par 4 volets d'escaliers étroits dans un bâtiment qui s'affaissait avec l'âge et abritait une douzaine d'autres âmes dans des situations similaires, mesurait peut-être 10 pieds carrés et contenait un lit étroit, une table de toilette, une seule chaise et une malle qui renfermait ce qui restait de sa vie antérieure, 2 autres robes, les boucles d'oreilles en perles de sa mère qu'elle ne pouvait se résoudre à vendre, un portrait miniature de ses parents à une époque plus heureuse, et une rose pressée de son bal de débutante où elle avait porté de la soie blanche et dansé avec une douzaine de prétendants et cru que le monde était plein de promesses infinies. Elle tenait cette chambre comme elle se tenait elle-même, scrupuleusement propre malgré la crasse envahissante du bâtiment, l'unique fenêtre lavée chaque semaine, ses quelques biens arrangés avec soin, maintenant les normes que son éducation lui avait inculquées, parce que les laisser glisser serait abandonner le dernier bastion de ce qu'elle avait été. Et elle avait juré sur la tombe de sa mère qu'elle ne mendirait pas, ne compromettrait pas ses principes, ne chercherait pas le salut par les seuls moyens disponibles pour les belles femmes sans le sou, mais qu'elle endurerait plutôt toutes les épreuves nécessaires pour préserver un noyau essentiel de soi que la pauvreté ne pouvait acheter et que la honte ne pouvait revendiquer, bien qu'il y eût des nuits où l'épuisement et le désespoir murmuraient des arguments séduisants en faveur de la reddition, et elle devait se rappeler pourquoi la dignité importait, devait entendre la voix de sa mère parler par-delà la barrière de la mort, lui disant que les circonstances étaient temporaires, mais que le caractère était éternel. Et ainsi, elle se levait chaque matin et arrangeait ses roses, et maintenait ses normes, et attendait, bien que pourquoi, elle n'aurait su le dire, un quelconque changement de fortune dont la raison lui disait qu'il n'arriverait jamais. Le lendemain matin, Sébastien revint, et le matin d'après, et dans les jours qui suivirent, ses apparitions acquirent la régularité d'une habitude, bien qu'il se dît que ce n'était que par commodité, que la route par Covent Garden convenait à son emploi du temps, que les roses étaient d'une qualité exceptionnelle et que sa maison avait besoin de fleurs fraîches, des excuses qui devinrent de plus en plus transparentes, même à son propre examen rigoureux, à mesure que les semaines passaient et que l'automne s'approfondissait dans le froid de novembre. Il achetait une seule rose à chaque fois, choisissant toujours la fleur lui-même avec un soin délibéré, leurs échanges restant formels, mais développant une tonalité de familiarité,
Elle apprit à avoir un spécimen de couleur crème ou rose pâle mis de côté pour son inspection. Il commença à programmer ses arrivées aux heures plus calmes du matin, lorsque sa charrette était moins bondée et que leurs brèves conversations n'avaient pas besoin d'être précipitées par l'impatience des autres clients. Il parlait de sujets sans conséquence, le temps, la qualité des fleurs de la saison, les petits drames du marché, et pourtant Sébastien se surprenait à écouter non seulement ces mots, mais l'intelligence derrière eux, l'éducation évidente dans son vocabulaire, la distinction qui façonnait sa syntaxe. Et il observait des détails que son sens des affaires l'avait entraîné à remarquer, la façon dont ses mains tremblaient légèrement les matins les plus froids, la minceur croissante de son visage à mesure que les rigueurs de l'hiver s'installaient, le fait que son manteau, bien que méticuleusement entretenu, était totalement inadapté aux exigences de la saison. Il lutta contre l'intérêt qu'elle provoquait, se rappelant que la curiosité était la première brèche dans les murs qu'il avait mis des années à construire, que la violence de son père et la souffrance de sa mère lui avaient appris que l'engagement émotionnel ne menait qu'à la douleur, que la précision froide avec laquelle il menait sa vie n'était pas le vide, mais la protection. Et pourtant il revenait, attiré par quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, troublé par la contradiction de ses circonstances et de sa dignité, par le mystère de la façon dont elle était arrivée à cette détresse particulière. Ses enquêtes, menées avec la discrétion que sa position et ses ressources rendaient possible, avaient révélé son identité en 15 jours. Lady Isadora Winthrop, fille du défunt comte de Pembury, dont les crimes financiers et le suicide subséquent avaient scandalisé la société 3 ans auparavant, une jeune femme qui avait été fiancée à Lord Edmund Pierce avant la ruine de sa famille et qui avait ensuite disparu de la scène sociale, présumée avoir cherché refuge auprès de parents éloignés ou peut-être de destins pires que les salons discutaient à voix basse. Connaître son histoire ne fit qu'épaissir l'énigme qu'elle représentait, car elle avait clairement choisi cette dure indépendance plutôt que les alternatives offertes aux belles femmes désespérées, avait maintenu un noyau essentiel de soi que la pauvreté n'avait pas corrompu, et Sébastien se surprit à éprouver une émotion inconnue qu'il finit par identifier, à contre-cœur, comme de l'admiration, bien que l'admiration fût dangereuse, fut le début de l'estime, et que l'estime mena à l'attachement, et que l'attachement fut la chose même qu'il s'était juré de ne jamais permettre. Isadora, de son côté, remarqua sa constance sans y attribuer de signification au-delà de la gratitude, le supposant être simplement un gentleman aimable aux habitudes régulières qui appréciait la qualité et qui, peut-être, dans sa courtoisie formelle, reconnaissait quelque chose de noble en elle, malgré sa situation déchue. Et elle le traitait avec le même professionnalisme digne qu'elle offrait à tous ses clients, ne se permettant jamais de s'interroger sur sa vie au-delà de leurs brefs échanges, ne reconnaissant jamais, même à elle-même, qu'elle avait commencé à guetter ses pas, que ses arrivées étaient devenues le seul moment lumineux de la journée dans des heures autrement caractérisées par le froid, la lassitude et la lente érosion de l'espoir, car reconnaître de telles choses serait admettre une dépendance qu'elle ne pouvait se permettre. Et ainsi, les semaines passèrent avec leur danse prudente d'approche et de retenue, aucun ne disant ce que tous deux avaient commencé, à leur manière, à ressentir. Décembre arriva avec une cruauté particulière aux hivers londoniens. Le froid possédant une qualité humide et pénétrante qu'aucune superposition de vêtements ne pouvait entièrement repousser, et un matin où le givre argentait les pavés et où le souffle d'Isadora sortait en nuages visibles, Sébastien apparut à sa charrette avant que le marché ne se soit correctement réveillé, le ciel retenant encore l'obscurité de la nuit à ses bords, et sans préambule ni salutation, il désigna son étalage entier et dit doucement « Je souhaiterais les acheter toutes. » Isadora le dévisagea, la confusion la rendant momentanément sans voix, car elle avait peut-être 3 douzaines de roses arrangées sur sa charrette,
bien plus que ce qu'un seul ménage pouvait raisonnablement exiger. Et quand elle retrouva sa voix, elle dit prudemment « Toutes, monsieur ?» Et il hocha la tête une fois, son expression illisible dans la pénombre de l'aube, ajoutant « Chaque tige, s'il vous plaît, et la charrette pourra être récupérée plus tard. » Elle commença à emballer les roses avec des mains qui tremblaient pour une autre raison que le froid, son esprit calculant la somme avec un espoir qui semblait dangereux, car cette seule transaction couvrirait près d'1 mois de loyer, lui permettrait d'acheter un véritable manteau d'hiver, lui fournirait un coussin contre la terreur quotidienne et écrasante de la misère. Et pourtant, même en travaillant, elle sentait l'étrangeté du geste, l'excès qui suggérait une motivation au-delà du simple besoin de fleurs. Et quand elle eut emballé le dernier bouquet et annoncé son prix, honnêtement, bien que son désespoir la poussât à l'inflation, il paya sans hésitation, puis resta debout devant sa charrette, ses yeux sombres l'étudiant avec une intensité qui la rendit aiguement consciente de ses mains gercées, de ses gants élimés, du manteau qui flottait trop lâchement sur sa silhouette. « Lady Isadora Winthrop », dit-il, et l'utilisation de son nom complet la frappa comme un coup physique, car personne sur ce marché ne connaissait son titre, ne connaissait son histoire, et elle sentit l'exposition la submerger comme de l'eau glacée, alors qu'il continuait. « Je suis Sébastien Blackwood, duc d'Ashford, et j'ai une proposition d'ordre pratique qui, je crois, pourrait s'avérer mutuellement bénéfique. » Les mots formels semblaient lui coûter quelque chose, une tension visible dans sa mâchoire. Et Isadora se trouva incapable de répondre, incapable de concilier cette révélation, que son client aimable et constant était un duc, était précisément le genre d'homme devant lequel elle avait autrefois fait la révérence dans les salles de bal, avec la chaleur grandissante qu'elle avait si soigneusement ignorée, et dans son silence, il parla avec le ton d'un homme menant des négociations commerciales, énonçant les termes d'une transaction plutôt que d'une vie. « J'ai besoin d'une duchesse pour les obligations sociales que ma position exige, quelqu'un capable de gérer une grande maison et de représenter ma famille en société. Vous avez besoin de sécurité, de respectabilité et d'une échappatoire à des circonstances qui s'avèreront probablement fatales avant la fin du printemps. Je propose un mariage d'arrangement, une alliance pratique avec des attentes clairement définies. Vous auriez vos propres appartements, une pension, la liberté de poursuivre vos intérêts dans les limites de la bienséance, et je ne demanderai que vous remplissiez les devoirs publics de votre position avec compétence. Il n'y aurait aucune attente de affection, aucune prétention de sentiment dont aucun de nous n'a besoin. Simplement, un partenariat civilisé répondant à nos besoins respectifs. Il livra cette proposition extraordinaire avec le même calme mesuré qu'il pourrait employer pour discuter d'investissement. Et pourtant, Isadora vit quelque chose vaciller derrière ses yeux, une émotion rapidement réprimée, et elle sentit le monde basculer sous ses pieds, la fierté rugissant son indignation qu'on lui offrit une charité si froide, qu'il se tint devant elle avec une pitié déguisée en pragmatisme, que 3 années à maintenir sa dignité aboutissent à ceci, une proposition commerciale livrée sur un marché couvert de givre, tandis que simultanément son corps épuisé et désespéré murmurait sa séduction. Chaleur, sécurité, nourriture, repos, survie, toutes les choses qu'elle avait lentement perdues dans sa lutte pour préserver des principes que personne ne voyait ni ne récompensait. Et elle s'entendit dire, la voix à peine plus haute qu'un murmure, « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et il hocha la tête comme s'il ne s'était attendu à rien de moins, répondant, « Jusqu'à demain matin, alors. » Et il s'éloigna dans l'aube naissante, la laissant debout à côté de sa charrette vide, avec le poids d'un choix impossible s'installant sur des épaules déjà courbées par 3 années, à porter ce qu'elle avait cru être la pleine mesure des épreuves
que le destin pouvait concevoir. La journée qui suivit s'avéra la plus longue de la vie d'Isadora, chaque heure s'étirant sous le poids d'une décision qui déterminerait non seulement son avenir immédiat, mais toute la forme de ses années restantes, et elle se déplaça mécaniquement dans sa routine de marché, ses mains arrangeant des fleurs, tandis que son esprit tournait sans cesse autour de la proposition extraordinaire du duc, l'examinant sous tous les angles, comme on étudierait un bijou, à la recherche de défauts, cherchant le coup caché que de telles offres portaient toujours. Ses amis du marché, Sally qui vendait des pommes, le vieux Thomas avec ses tourtes à la viande, Martha dont les bouquets d'herbes parfumaient l'air matinal, remarquèrent sa distraction et lui arrachèrent l'histoire avec une douce persistance, et leurs réactions se révélèrent unanimement pragmatiques. « Épouse-le » l'exhortèrent-ils, « pour l'amour de Dieu, épouse-le avant qu'il ne change d'avis. Qu'est-ce que la fierté mesurée à l'aune de la survie? Que vaut la dignité si tu meurs de froid en la maintenant ?» Et Sally lui serra les mains avec une affection bourrue et dit « Tu crois qu'on ne te voit pas maigrir chaque semaine? Tu crois qu'on ne sait pas que ce manteau ne tiendra pas janvier? Prends la sécurité qu'il t'offre, ma fille, prends-la et ne regarde pas en arrière avec des regrets. » Et pourtant, Isadora hésitait encore. Non par une quelconque notion romantique qu'elle méritait l'amour, 3 années d'épreuves l'avaient complètement guérie de telles fantaisies, mais par une résistance profonde à devenir l'obligation d'un homme, le projet caritatif d'un homme, une résistance enracinée dans les derniers lambeaux de fierté que la pauvreté n'avait pas encore réussi à lui arracher. Elle retourna dans sa petite chambre à la tombée du soir, gravit les escaliers étroits, le long du papier peint qui s'écaillait et de l'odeur de choux bouillis, entra dans l'espace à peine assez grand pour son lit de camp et sa chaise unique, et s'assit dans l'obscurité, tandis que la nuit s'épaississait derrière sa fenêtre, se souvenant de sa mère qui était morte 6 mois avant que son père ne soit démasqué, qui avait peut-être su ce qui allait arriver et choisi l'évasion par la maladie, qui lui avait serré la main dans ses derniers jours et murmuré « Le courage n'est pas toujours bruyant, ma chérie. Parfois c'est simplement la décision tranquille de continuer, de s'adapter, de survivre avec toute la grâce que nous pouvons rassembler dans des circonstances qui n'offrent aucune option gracieuse. » Des mots qu'Isadora avait portés à travers chaque dégradation de sa chute de la société à la vendeuse de rue, des mots qui revenaient maintenant avec la force d'un conseil d'outre-tombe. Elle pensa aux yeux sombres de Sébastien, retenant quelque chose d'inexprimé sous leur formalité soignée, pensa à sa gentillesse constante au fil des semaines de ses visites. Pensa à la façon dont il avait présenté sa proposition non pas comme un sauvetage, mais comme un bénéfice mutuel, lui accordant la dignité de se croire utile plutôt que simplement prise en pitié. Et elle se demanda si peut-être cet arrangement ne s'avérerait pas un emprisonnement, mais un sursis, non pas une reddition, mais une retraite stratégique, une chance de se reposer et de récupérer une partie d'elle-même que 3 années de pauvreté écrasante avaient lentement effacée, et à l'approche de l'aube avec sa pâle lumière filtrant à travers ses rideaux inadéquats, elle prit sa décision avec la clarté qui vient de l'épuisement de toutes les autres options, reconnaissant que la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre et que la survie elle-même exigeait une forme de courage que sa mère aurait reconnue. Le matin la trouva à sa charrette plus tôt que d'habitude, arrangeant le stock très réduit qui restait après l'achat de Sébastien, et quand il apparut à travers les foules agitées du marché, ponctuelles comme toujours, elle croisa son regard directement et dit avec tout le sang-froid formel qu'elle put rassembler. « J'accepte votre proposition, votre grâce, à des conditions que je suis sûr que vous trouverez raisonnables. Je demande le respect mutuel dans toutes nos relations, les appartements séparés que vous avez mentionnés, et votre parole qu'il n'y aura aucune prétention entre nous, aucune performance d'affection que nous ne ressentons pas, aucune attente au-delà de celle clairement énoncée. » Et elle vit quelque chose vaciller sur ses traits, du soulagement peut-être, ou était-ce de la déception?
une émotion rapidement maîtrisée, alors qu'il hocha la tête une fois et répondit « Vos conditions sont entièrement acceptables, Lady Isadora, et je vous donne ma parole de gentleman que notre arrangement se déroulera exactement comme décrit, avec respect et clarté maintenus tout au long, et ainsi, avec des mots aussi formels qu'un contrat commercial, prononcé sur un marché couvert de givre, alors que les vendeurs commençaient leurs chants matinaux et que la ville s'éveillait autour d'eux, Isadora Winthrop accepta de devenir duchesse, scellant un marché que tous deux croyaient resterait à jamais lié par la praticité et la raison, aucun ne se doutant qu'il venait de mettre en branle une transformation qui remodèlerait finalement non seulement leurs circonstances, mais les fondations mêmes de leur cœur, si soigneusement défendues. Le voyage vers le manoir Ashford se déroula sur 2 jours à travers une campagne qui devenait de plus en plus sauvage et belle, à mesure que l'étalement de Londres laissait place à des collines ondoyantes touchées par la première sévérité de l'hiver, et Isadora était assise dans la luxueuse voiture de Sébastien, ses simples biens ayant été collectés et emballés par des domestiques qu'elle n'avait pas rencontrés, se sentant traverser des paysages qui semblaient appartenir à une vie qu'elle avait perdue 3 ans auparavant, le confort des sièges rembourrés et des briques chauffées à ses pieds, un luxe que son corps avait presque oublié, tandis que Sébastien chevauchait à ses côtés, maintenant la distance physique qui semblait définir leur arrangement, ne lui parlant que lors de brefs arrêts dans des auberges de relais où il assurait son confort avec une courtoisie formelle qui ne révélait rien de l'homme sous le titre. Le manoir Ashford se révéla alors qu'il franchissait une dernière colline au crépuscule, et Isadora sentit son souffle se couper, malgré sa détermination à rester composée, car le domaine s'étendait devant elle, avec une grandeur qui dépassait même les anciennes propriétés de sa famille, des ailes de pierre grise, embrassant des jardins manucurés, des fenêtres flamboyantes de lumière, des colonnes et des balustrades témoignant de générations de richesses et de pouvoir accumulés. Et elle comprit avec une clarté soudaine qu'elle entrait non seulement dans une maison, mais dans un monde avec ses propres hiérarchies et histoires, un monde qui la considérerait avec méfiance. Peu importe la bague que Sébastien avait passée à son doigt lors de leur brève et froidement civile cérémonie dans une chapelle de Londres 3 jours plus tôt. Le personnel était assemblé dans le hall d'entrée pour accueillir leur nouvelle duchesse, et Isadora lut leur jugement dans des expressions soigneusement neutres, le regard évaluateur de la gouvernante Madame Pemberton, la légère hésitation du majordome avant de s'incliner, les échanges chuchotés à peine dissimulés des jeunes servantes, et elle sut qu'il la mesurait à l'aune de la mère de Sébastien, aux attentes de ce que devrait être une duchesse, la trouvant déficiente dans l'exigence essentielle d'avoir été choisie par amour plutôt que par commodité, et pourtant elle affronta leur inspection avec la grâce que sa mère lui avait inculquée jusqu'à la moelle, accusant réception de chaque présentation avec une chaleur appropriée tout en maintenant la dignité que sa position exigeait. Ses appartements se révélèrent à la fois magnifiques et isolants, une suite de pièces décorées en bleu pâle et argent, des meubles d'une telle qualité que ses mains tremblaient légèrement en touchant le couvre-lit de soie, des fenêtres donnant sur des jardins qui s'étendaient vers les bois dans l'obscurité grandissante, et une femme de chambre, jeune, nerveuse, l'aida à déballer ses pathétiquement rares affaires dans des armoires et des tiroirs conçus pour une garde-robe 10 fois plus grande, la pitié de la jeune fille à peine dissimulée alors qu'elle arrangeait les robes élimées d'Isadora à côté des nouveaux vêtements que Sébastien avait fait faire. De belles choses dans des tissus riches qu'Isadora ne s'était pas encore résolue à porter, sentant qu'ils appartenaient à un rôle qu'elle jouait plutôt qu'à une vie qu'elle habitait. Le dîner de ce premier soir se déroula dans une salle à manger d'une formalité oppressive, juste elle-même et Sébastien, aux extrémités opposées d'une table conçue pour 20 personnes, les plats arrivant et repartant dans un silence rompu, seulement par les échanges les plus nécessaires sur la fatigue du voyage
et les arrangements domestiques. Et tandis que des valets de pied servaient une nourriture d'une richesse que son estomac rétréci pouvait à peine gérer, Sébastien exposa les attentes de sa position avec la précision d'un général informant son officier. Les visites sociales qu'elle devrait faire, les réceptions qu'elle serait censée organiser, les comités de charité appropriés à l'implication d'une duchesse, les normes vestimentaires et de comportement requises pour quelqu'un portant le nom de sa famille. Et Isadora écouta avec une attention parfaite, mémorisant chaque détail, répondant avec une calme assurance qu'elle comprenait et remplirait chaque obligation, tandis qu'intérieurement, elle sentait le poids de son marché s'abattre pleinement sur elle, la compréhension qu'elle avait échangé une forme de survie contre une autre, troquant la rudesse physique de la pauvreté contre l'isolement émotionnel de cette vaste et froide maison. Et quand Sébastien la congédia enfin avec une politesse formelle, exprimant l'espoir qu'elle se reposerait bien dans sa nouvelle demeure, elle traversa des couloirs éclairés par des bougies dans des appliques en argent. Gravit des escaliers recouverts de tapis bordeaux profonds, entra dans sa belle prison qu'était sa suite, et se fit le vœu silencieux qu'elle jouerait ce rôle avec une telle perfection que personne, et surtout pas l'homme distant et illisible qui était maintenant son mari, n'apercevrait jamais la solitude qui l'avait suivi depuis le marché gelé de Londres jusqu'à ce palais de marbre et de regret. Les jours qui suivirent prirent un rythme d'observation attentive, alors qu'Isadora se déplaçait dans le manoir Ashford comme une anthropologue étudiant un territoire inconnu, notant comment la maisonnée fonctionnait avec la précision d'une opération militaire, Madame Pemberton dirigeant les servantes et les valets de pied avec des gestes subtils, le majordome maintenant des normes qui auraient satisfait la royauté, et sous l'efficacité de surface couraient des courants de loyauté envers Sébastien et de méfiance envers elle-même, l'intruse qui était arrivée sans avertissement pour réclamer une position pour laquelle elle n'avait pas été approuvée par les mécanismes habituels de l'approbation aristocratique. Et dans cet écosystème délicat arriva Lady Caroline Blackwood le 5e matin de la résidence d'Isadora, la sœur cadette de Sébastien, entrant dans la salle du petit-déjeuner avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde, sa beauté vive là où celle d'Isadora était douce. Son évaluation immédiate et défavorable, alors que ses yeux gris, si semblables à ceux de son frère, parcouraient la robe du matin soigneusement choisie d'Isadora et la trouvaient déficiente d'une manière indéfinissable que son salut froid rendit parfaitement claire. Ainsi, vous êtes la vendeuse de fleurs que mon frère a installée comme duchesse, que c'est démocratique de sa part. J'espère bien que vous n'êtes pas submergée par les responsabilités d'une position que d'autres passent leur vie entière à se préparer à assumer. Isadora sentit la pique comme elle était intentionnée, mais des années à maintenir sa dignité à travers la disgrâce de son père lui avaient appris à absorber de tels coups sans broncher, et elle croisa le regard de Caroline avec une calme franchise et répondit « Je suis reconnaissante de la confiance de votre frère en mes capacités, Lady Caroline, et je vous assure que je prends mes responsabilités très au sérieux. Peut-être pourriez-vous me conseiller sur les familles locales que je devrais visiter, car je crois comprendre que vous connaissez bien le voisinage. » Transformant l'attaque en une demande que la politesse exigeait que Caroline satisfait. Et elle vit la surprise vaciller sur les traits de la jeune femme avant que le masque du dédain aristocratique ne revienne, bien que quelque chose dans la conversation ultérieure de Caroline suggéra un respect réticent pour quelqu'un qui ne se laisserait pas facilement intimider. La véritable épreuve arriva 3 jours plus tard lorsque Sébastien l'informa au petit déjeuner, leur seul repas partagé, pris dans un quasi-silence gênant, qu'ils organiseraient un petit dîner, 12 invités, la gentry locale et un baron avec sa femme, rien de trop écrasant mais suffisant pour présenter la nouvelle duchesse à la société, et Isadora sentit son estomac se nouer d'une nervosité qu'elle n'osa pas montrer, sachant que sa performance à cet événement
déterminerait comment les familles environnantes la recevraient, si elles accepteraient le choix de Sébastien ou s'en moqueraient discrètement dans leur salon, et elle passa les jours intermédiaires en préparation minutieuse, consultant Madame Pemberton sur les menus et la préséance, révisant ses connaissances des affaires courantes et des préoccupations locales, choisissant sa robe avec un soin stratégique, non pas les nouvelles robes que Sébastien avait fournies, qui pourraient paraître prétentieuses, mais sa seule robe du soir restante de sa vie antérieure, modifiée et rafraîchie, parlant de pauvreté distinguée plutôt que de position achetée. La soirée elle-même se déroula avec la conscience accrue d'un soldat entrant au combat, les invités arrivant dans leur voiture, Isadora se tenant aux côtés de Sébastien dans le hall d'entrée pour les recevoir, sentant sa présence solide à ses côtés, même si la distance entre eux restait soigneusement maintenue. Et alors qu'elle saluait Lord et Lady Hartwick, Sir James et sa fille, le baron et la baronne, d'autres dont elle mémorisait les noms avec une concentration désespérée, elle sentit sa vieille formation remonter à travers des années de dormance, les compétences que sa mère lui avait inculquées revenant comme si elles avaient simplement attendu la bonne scène, et elle se déplaça à travers la chorégraphie de la soirée avec une grâce qui n'était pas une performance mais une réappropriation, faisant parler la timide mademoiselle Hartwick de ses aquarelles, interrogeant Lady Winters sur ses jardins renommés, écoutant avec un intérêt sincère les préoccupations du baron concernant le bien-être des tenanciers, et à travers la lueur des bougies de la table du dîner, elle sentit plutôt qu'elle ne vit Sébastien la regarder, ses yeux sombres retenant une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou de l'approbation, ou peut-être simplement du soulagement qu'elle ne l'embarrassait pas. Et à ce moment où leurs regards se croisèrent et se maintinrent pendant 3 battements de cœur de plus que nécessaire, elle vit la première petite fissure dans l'armure qu'il maintenait si soigneusement, un aperçu de l'homme sous le duc, et bien que ni l'un ni l'autre ne le reconnût par un mot ou un geste, quelque chose changea dans l'espace entre eux, une reconnaissance que peut-être cet arrangement pourrait receler des possibilités qu'aucun n'avait osé imaginer lorsqu'ils avaient conclu leur marché pragmatique sur un marché gelé qui semblait déjà à une vie de distance. Dans les semaines qui suivirent le dîner, un étrange schéma de solitude parallèle émergea entre les murs élégants du manoir Ashford. 2 personnes occupant la même grande maison, mais se déplaçant dans des sphères de solitude distinctes qui s'entrecroisaient occasionnellement lors de repas formels et de consultations nécessaires. Et Sébastien se surprit de plus en plus attiré par la fenêtre de son bureau en fin d'après-midi, debout avec une correspondance intacte devant lui, tandis que son regard suivait la silhouette d'Isadora se déplaçant dans les jardins en contrebas, la regardant explorer les lieux avec une minutie systématique, s'arrêtant pour examiner l'architecture de la tonnelle de roses qui fleurirait glorieusement au printemps, parlant avec le jardinier en chef des préparatifs hivernaux, sa posture transmettant un intérêt qui semblait authentique plutôt que performatif. Et il se surprit à se demander quelle pensée occupait son esprit lors de ces promenades solitaires, si elle ressentait la même douleur étrange qu'il éprouvait lorsqu'ils se séparaient après le dîner chaque soir, retournant à leurs appartements séparés avec des vœux polis de sommeil réparateur, la distance entre leurs chambres étant une manifestation physique du gouffre qu'il avait insisté pour construire, et il reconnut avec une clarté inconfortable qu'il était un lâche, qu'il l'avait amené dans sa maison sous le prétexte d'un arrangement pratique, alors qu'en vérité, il l'avait voulu près de lui de la seule manière que sa peur le permettait, assez proche pour observer, mais assez distante pour rester protégée de la vulnérabilité qui le terrifiait plus que toute négociation commerciale ou défi social ne l'avait jamais fait. Isadora, marchant sur les terres touchées par le givre, alors que novembre s'approfondissait vers la véritable arrivée de l'hiver, ressentait la beauté du domaine comme une torture exquise, car elle était entourée de confort et de sécurité, mais affamée
d'une subsistance entièrement différente. Et elle se surprenait à s'interroger sur l'homme qui lui avait donné toute cette abondance matérielle, tout en retenant la seule chose qui aurait transformé ces pièces magnifiques en un véritable foyer. Et parfois, lorsqu'elle passait devant les fenêtres de son bureau, elle sentait son regard sur elle comme un contact physique, levait les yeux pour voir sa silhouette encadrée par la lumière de la lampe, avant qu'il ne se retire dans l'ombre, et elle se demandait à quoi il pensait en ces moments. S'il ressentait une fraction du désir qui avait commencé à croître dans sa poitrine, malgré sa détermination à honorer les limites émotionnelles de leur accord, si sous son extérieur contrôlé vivait un homme capable de la chaleur qu'elle entrevoyait parfois dans des moments de laisser-aller. Et elle se rappelait sévèrement qu'une telle spéculation était à la fois stupide et dangereuse, qu'elle avait accepté cet arrangement en comprenant clairement ses limites. Et pourtant son cœur semblait peu disposé à maintenir la discipline que son esprit conseillait. Et elle se retrouva à arranger des fleurs pour son bureau, bien qu'il n'eût pas demandé une telle attention, à choisir dans la bibliothèque des livres qu'elle pensait pouvoir l'intéresser, et à les laisser sur son chemin. De petits gestes qu'il ne reconnaissait jamais, mais dont elle remarquait qu'il les acceptait, les fleurs toujours soigneusement entretenues, les livres revenant finalement avec des marque-pages suggérant qu'ils avaient été lus. Les domestiques, observant ces orbites parallèles, avec la perception aiguë de ceux qui passent que leur vie à lire les humeurs de leurs employeurs, commencèrent à s'adoucir envers Isadora à mesure que sa bonté essentielle se révélait dans les interactions quotidiennes, et Madame Pemberton en particulier se surprit à réviser ses jugements initiaux en voyant la nouvelle duchesse apprendre le nom de chaque domestique, s'enquérir de leur famille avec un intérêt sincère, ne jamais faire de demandes déraisonnables. Traitant même la plus jeune soubrette avec un respect que l'ancienne duchesse n'avait réservé qu'aux domestiques supérieurs, et un après-midi, autour d'un thé dans le salon de la gouvernante, Madame Pemberton confia à Isadora les rythmes et les histoires de la maisonnée, la chaleur de la défunte duchesse qui avait fait d'Ashford un véritable foyer avant que la maladie ne l'emporte, le retrait de Sébastien dans la froideur après sa mort et la cruauté subséquente de son père. Et Isadora écouta avec la compréhension naissante que l'homme à l'étage dans son bureau était lui-même emprisonné, non par la pauvreté ou la ruine sociale, mais par le chagrin et la peur. Et cette connaissance s'installa dans son cœur comme une clé trouvant sa serrure, et bien qu'elle ne sût pas encore comment l'utiliser, elle reconnut que tout ce qui grandirait entre elle et Sébastien exigerait une patience et un courage égaux à ce dont elle avait eu besoin pour survivre dans les rues gelées de Londres, une sorte d'endurance différente, mais peut-être non moins exigeante. Et alors que le soir tombait, et qu'elle se préparait pour un autre dîner formel à travers la distance de cette vaste table, elle sentit quelque chose changer dans sa résolution, une détermination tranquille que cette belle et solitaire maison pourrait encore devenir quelque chose de plus qu'une magnifique prison pour deux personnes trop blessées, pour risquer la connexion même qu'elles désiraient secrètement toutes deux. La crise arriva avec le premier vrai froid de l'hiver, balayant le village avec l'efficacité impitoyable de toutes ses visites sur les pauvres. Et la nouvelle parvint au manoir par le jardinier en chef dont la sœur vivait dans les chaumières des ouvriers du domaine, que la fièvre s'était installée, des enfants brûlant de maladie, tandis que leurs parents luttaient pour maintenir leurs obligations de travail et soigner les malades simultanément. Et Isadora entendit cette nouvelle en consultant Madame Pemberton sur les affaires domestiques, et sentit quelque chose changer de manière décisive en elle, car elle avait été pauvre elle-même si récemment, avait connu la terreur de choisir entre le combustible et la nourriture, et sans s'arrêter pour considérer si cela relevait de ses devoirs prescrits en tant que duchesse, elle commença immédiatement à organiser les secours, ordonnant à la gouvernante de préparer des paniers de provisions, envoyant des valets de pied chercher le médecin en ville, rassemblant des médicaments et des couvertures, et en moins d'une heure, elle avait transformé le calme efficace du manoir en une activité déterminée,
les domestiques répondant à son autorité tranquille avec une alacrité qui l'aurait surprise si elle n'avait pas été si concentrée sur le travail urgent qui l'attendait. Et elle ne pensa pas à en informer Sébastien, car il s'était enfermé dans son bureau avec son homme d'affaires, et en vérité, elle avait pris l'habitude d'agir de manière indépendante, de prendre des décisions sans consultation, comme elle l'avait fait tout au long de ses mois de pauvreté. Et en début d'après-midi, elle était elle-même au village, se déplaçant dans les chaumières exiguës, avec ses jupes relevées et ses manches retroussées, tenant des enfants fiévreux pendant que leur mère préparait les bouillons qu'elle avait apportés, essuyant de petits visages avec des linges frais, prononçant des paroles de réconfort de sa voix calme et cultivée qui semblait porter son propre remède. Et elle était agenouillée à côté de la fille d'un charpentier, la persuadant de prendre une autre gorgée de tisane d'écorce de saule, quand elle sentit plutôt qu'elle n'entendit une présence dans l'embrasure de la porte, et leva les yeux pour trouver Sébastien debout là, encore dans son manteau de cavalier, ayant clairement accouru dès qu'il avait su où elle était allée, et sur son visage se lisait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De l'émerveillement et quelque chose de plus profond qui lui coupa le souffle, même si elle maintenait sa concentration sur l'enfant malade dans ses bras. Il ne parla pas, ne lui ordonna pas de retourner à la sécurité du manoir, mais enleva plutôt son manteau et se joignit à elle dans le travail, suivant ses instructions tranquilles, portant de l'eau, tenant des enfants effrayés pendant que le médecin les examinait, et elle le regarda bercer un garçon fiévreux avec une douceur inattendue, murmurant des paroles rassurantes, et vit à ce moment-là, au-delà de la réserve calculée du duc, quelque chose de vrai et de non gardé en dessous, et à mesure que les heures passaient et que la crise immédiate se stabilisait, les médicaments distribués et les craintes apaisées, ils se retrouvèrent à marcher ensemble vers le manoir à travers les ombres violettes du crépuscule, seuls pour la première fois sans la structure formelle du dîner ou la présence de la maisonnée, et le silence entre eux semblait différent maintenant, chargé de possibilités plutôt que de distance, et finalement Sébastien parla, sa voix plus rauque que d'habitude. « Vous n'avez pas hésité, vous avez simplement agi, comme si leur bien-être était une préoccupation aussi naturelle que de respirer. » Et elle répondit doucement. « Je sais ce que c'est d'être vulnérable, d'avoir besoin d'une aide qui pourrait ne pas venir. Je ne pouvais pas faire autrement. » Et il s'arrêta de marcher alors, se tourna pour lui faire face dans l'obscurité grandissante, et dit avec une intensité tranquille. « Ma mère était comme ça. Elle croyait que ceux qui avaient des privilèges portaient la responsabilité de ceux qui n'en avaient pas. Mon père appelait ça de la faiblesse, la punissait pour cela, et après sa mort, je me suis dit que se soucier était en effet une faiblesse, que la distance était une force. Mais en vous regardant aujourd'hui, je me suis souvenu de ce que j'avais oublié, que la vraie force réside dans le fait de s'autoriser à se soucier malgré le coup. » Et Isadora sentit les larmes lui piquer les yeux à cette première véritable révélation de la douleur qui l'avait façonnée, et elle dit simplement « Se soucier coûte toujours, mais l'alternative coûte plus cher, elle nous coûte notre humanité même. » Et ils restèrent là, dans le crépuscule hivernal, le manoir brillant de la lumière des lampes devant eux. Et quelque chose de fondamental changea entre eux comme une porte verrouillée, cédant enfin à une pression persistante. Et quand ils reprirent leur marche, leurs épaules se frôlèrent, aucun ne s'éloignant du contact, et ce petit contact dit ce qu'aucun n'osait encore dire à voix haute. Les mois qui suivirent se déroulèrent avec la subtile transformation des saisons, l'automne s'approfondissant vers l'approche de l'hiver, avec cette qualité particulière du temps anglais qui change progressivement mais inexorablement, et entre les murs gracieux du manoir Ashford, une transformation parallèle se produisit à travers des gestes si petits qu'ils auraient pu passer inaperçus si Sébastien ou Isadora avaient observé de l'extérieur de leur défense, soigneusement entretenue. Mais ils vivaient au sein du changement et ressentaient donc chaque modification
avec la sensibilité aiguë de ceux qui ont appris à naviguer par les signaux les plus faibles, et Sébastien se surprenait à s'arrêter dans la bibliothèque pour considérer quel volume pourrait l'intéresser, se souvenant d'un commentaire qu'elle avait fait sur les histoires médiévales ou de sa curiosité exprimée pour l'innovation agricole, et ces livres apparaissaient sur la table de son salon sans explication ni reconnaissance, et Isadora les découvrait et sentait quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine, et elle, à son tour, commença à arranger des fleurs dans son bureau, non pas les présentations formelles que Madame Pemberton commandait pour les pièces publiques, mais des compositions plus intimes. Une seule rose parfaite dans un vase en cristal sur son bureau, une poignée d'astères tardifs dont elle savait d'une manière ou d'une autre qu'il les apprécierait pour leur refus obstiné de céder à l'hiver approchant, et Sébastien entrait dans son bureau pour trouver ses offrandes, et restait devant elle plus longtemps que nécessaire, et aucun ne parlait de ces échanges, comme si mettre des mots dessus pouvait briser la fragile compréhension qui se construisait à travers une telle conversation silencieuse, et leur dîner s'allongeait, la distance formelle de ces premiers repas se dissolvant progressivement à mesure que la conversation passait du temps et des affaires domestiques aux livres et aux idées, aux souvenirs d'enfance, aux observations sur le monde. Et parfois Sébastien se surprenait à rire de quelque chose qu'elle disait, un son authentique qui les surprenait tous les deux, et Isadora découvrit que sous sa réserve vivait une intelligence vive et un esprit inattendu qui lui firent comprendre à quel point il avait dû être seul dans son isolement auto-imposé, et un après-midi, en visitant le village avec des efforts de secours continus, elle apprit du vicaire les vastes œuvres de charité de Sébastien, des dotations pour des écoles et des hôpitaux, des fonds de pension pour les domestiques âgés, le tout maintenu avec une telle discrétion que même les bénéficiaires ne connaissaient souvent pas l'identité de leur bienfaiteur, et cette découverte réorganisa une fois de plus sa compréhension de lui, révéla des couches qu'elle n'avait pas soupçonnées, et la même semaine, Sébastien, se levant avant l'aube pour une promenade matinale, aperçut un mouvement dans les jardins et découvrit Isadora marchant sur les sentiers argentés de givre dans la lumière grise avant le lever du soleil, enveloppée dans une lourde cape, et il l'observa depuis la terrasse alors qu'elle se déplaçait dans cette heure liminale entre la nuit et le jour, et réalisa avec une vive pointe de reconnaissance qu'elle gardait toujours son horaire de vendeuse de fleurs, se levant à une heure où la plupart des dames de sa condition dormaient paisiblement, et cet aperçu de ses habitudes persistantes de ces mois désespérés le toucha profondément, car il parlait de la profondeur avec laquelle l'expérience nous marquait, de la façon dont nous portons nos mois passés dans nos circonstances présentes, et le lendemain matin, il la rejoignit dans le jardin sans explication, apparut simplement à ses côtés dans le silence de l'aube, et ils marchèrent ensemble sans parler, leur souffle formant des nuages dans l'air froid, et cela aussi devint un schéma, ce témoignage partagé du début du jour, et bien qu'ils maintinssent les frontières prudentes de leur arrangement, dormant dans des chambres séparées, ne se touchant jamais au-delà des exigences formelles des occasions sociales, quelque chose changeait indéniablement entre eux comme la glace commençant son dégel printanier, lent et inexorable, beau et terrifiant à parts égales. La réception mondaine s'abattit sur le manoir Ashford avec tout le poids de l'obligation sociale que Sébastien avait longtemps comprise comme faisant partie de son rôle, et les préparatifs consommèrent des semaines, tandis que Madame Pemberton se coordonnait avec Isadora pour s'assurer que chaque détail répondait aux normes exigeantes requises lors de l'accueil de membres de la plus haute aristocratie, et Isadora sentit l'ancienne anxiété de sa vie passée revenir alors qu'elle examinait les listes d'invités et les plans de table, car c'étaient les personnes mêmes, parmi lesquelles elle s'était autrefois déplacée en égale, qui s'étaient ensuite détournées lorsque le scandale avait entaché le nom de sa famille, et Sébastien observa sa tension
lors de leur promenade matinale, mais ne dit rien, respectant son intimité, même s'il souhaitait posséder les mots pour offrir du réconfort. Et lorsque les invités commencèrent à arriver dans leur magnifique voiture, remplissant le manoir de bruit et d'attente, Isadora se tint aux côtés de Sébastien dans le hall d'entrée pour les recevoir avec une grâce parfaite, sa formation se réaffirmant malgré les années de pauvreté entre alors et maintenant, et la plupart des invités la traitèrent avec une politesse froide, l'acceptant comme le choix de Sébastien tout en réservant clairement leur jugement, jusqu'à ce que Lady Vivienne Ashcroft arrive dans un bruissement de soie émeraude et un triomphe à peine dissimulé, car Vivienne avait autrefois été considérée comme la candidate la plus probable au titre de duchesse, les relations de sa famille impeccables, sa beauté célébrée, et elle s'était attendue à la proposition de Sébastien avant qu'il ne se retire dans sa forteresse d'isolement. Et maintenant, elle entrait dans le manoir avec son mari diplomate, Sir Percy Ashcroft, traînant derrière elle, et ses yeux trouvèrent Isadora avec la précision d'une lame trouvant sa cible, et au cours des jours qui suivirent, Vivienne déploya ses armes avec une subtilité experte, jamais ouvertement grossière, mais constamment sapante, commentant à portée de voix d'Isadora à quel point il était charmant, que le duc valorisa le caractère plutôt que les origines conventionnelles, s'enquérant avec une fausse préoccupation si Isadora trouvait la gestion d'une maisonnée de cette taille écrasante compte tenu de ses circonstances récentes, suggérant des activités et des conversations qui soulignaient l'absence d'Isadora de la société pendant sa période de pauvreté, et Isadora endura ces cruautés calculées avec dignité, répondant avec grâce, ne laissant jamais son sang-froid se fissurer, mais Sébastien le remarqua, catalogua chaque affront avec une colère croissante, et lors d'un dîner où Vivienne avait orchestré la conversation pour se concentrer sur un bal particulier de 2 saisons passées, une affaire étincelante à laquelle elle savait qu'Isadora n'aurait pas pu assister, soulignant des souvenirs partagés dont Isadora était exclue, quelque chose dans le contrôle soigneusement maintenu de Sébastien se fractura finalement, et il interrompit Vivienne en pleine phrase, sa voix portant un tranchant qui fit taire toute la table, disant avec une force tranquille que s'attarder sur le passé semblait une occupation singulière pour ceux qui prétendaient bien vivre dans le présent, qu'il trouvait que les expériences de sa femme lui avaient donné une profondeur de caractère et une compréhension de la vraie valeur que nulle réussite sociale ininterrompue ne pourrait fournir, et qu'il se considérait extraordinairement chanceux dans son choix. Et la table tomba dans un silence choqué face à cette déclaration publique sans précédent d'un homme connu pour sa retenue émotionnelle. Et les yeux d'Isadora rencontrèrent ceux de Sébastien à travers la lueur des bougies, et à ce moment de connexion, elle vit clairement la fureur protectrice qu'il contenait à peine, la défense d'elle qui lui coûtait quelque chose à faire si publiquement, et il vit dans son expression à la fois de la gratitude et une force tranquille qui n'avait besoin d'aucune défense, mais acceptait néanmoins son offrande. Et le visage de Vivienne se crispa de rage humiliée alors qu'elle reconnaissait sa défaite, et bien que le dîner se poursuivît avec une politesse tendue, quelque chose de fondamental avait changé, car Sébastien avait revendiqué Isadora devant des témoins comme étant véritablement sienne, et aucun d'eux ne pouvait plus prétendre que leur arrangement restait simplement pratique. La dernière soirée de la réception s'étira, longue et épuisante, la performance et la conversation polie consommant des heures jusqu'à ce qu'Isadora sente le poids du sang-froid maintenu comme un fardeau physique, et quand enfin elle put s'échapper, elle chercha refuge dans la bibliothèque, sachant que la plupart des invités se retireraient ou continueraient les festivités dans les salons, et elle entra dans l'espace assombri avec soulagement, ne prenant pas la peine d'allumer plus qu'une seule lampe, et s'installa dans le fauteuil en cuir près de la cheminée froide, avec un livre qu'elle n'avait aucune intention de lire, ayant simplement besoin de silence et de solitude. Mais elle était là depuis à peine 10 minutes, quand la porte s'ouvrit de nouveau, et Sébastien entra,
s'arrêtant net quand il la vit, et pendant un moment, ils se regardèrent simplement dans les ombres de la lampe, et quelque chose dans son expression, l'épuisement, la frustration, une vulnérabilité qu'elle voyait rarement, la fit désigner le fauteuil en face du sien en une invitation silencieuse, et il traversa la pièce jusqu'au buffet sans parler et versa du brandy dans un verre en cristal, puis après un moment d'hésitation, en versa un second et le lui apporta. Et elle l'accepta bien qu'elle but rarement des spiritueux, comprenant d'une manière ou d'une autre que cette nuit exigeait d'être fortifiée. Et ils s'assirent en silence pendant qu'il prenait une longue gorgée, son contrôle prudent s'effilochant visiblement, et finalement il parla, sa voix rauque d'émotion réprimée, disant qu'il lui devait des excuses pour l'avoir soumise à la cruauté de Vivienne, qu'il n'avait pas anticipé toute la mesure de la méchanceté que certains membres de la société pouvaient déployer. Et Isadora répondit doucement qu'elle avait survécu à pire que les piques de Lady Vivienne, que la pauvreté lui avait appris quelles blessures contiennent vraiment. Et Sébastien rit, un son dur sans humour, et dit qu'elle possédait une force qu'il n'avait jamais réussi à cultiver, qu'elle avait fait face à sa dévastation avec courage, tandis que lui s'était simplement caché de la sienne, et peut-être était-ce le brandy, ou l'heure tardive, ou la tension accumulée de jours de performance pour des publics critiques, mais ses défenses s'effondrèrent, et il commença à parler avec une honnêteté brute de son père, le vieux duc, dont le charme en public masquait une cruauté calculée en privé, qui avait manié l'amour comme une arme, et le retrait de l'affection comme une punition, qui avait brisé sa mère lentement au fil des années de mariage, jusqu'à ce qu'elle devienne un fantôme dans sa propre maison, et Sébastien décrivit avoir assisté à cette destruction en tant qu'enfant, impuissant à l'empêcher, et avoir fait le vœu qu'il n'accorderait jamais un tel pouvoir à quiconque sur lui, qu'il n'aimerait jamais et ne souffrirait donc jamais, ni n'infligerait la douleur que l'amour permettait. Et Isadora écouta sans interruption, son cœur se contractant de reconnaissance et de chagrin, et quand il se tut, elle se retrouva à dire sa propre vérité, lui parlant de la trahison de son père, non seulement de la confiance financière, mais de tout ce qu'elle avait cru sur la famille et l'honneur, de ses fiançailles avec Lord Edmund Pierce, qui avait juré une dévotion éternelle et avait disparu moins d'une semaine après sa ruine, de l'agonie spécifique de découvrir que ce qu'elle avait cru être de l'amour n'avait été qu'une performance conditionnée par sa valeur sociale, et elle avoua qu'elle avait construit ses propres murs, déterminée à ne plus jamais être aussi vulnérable, à ne jamais confondre une transaction avec un sentiment authentique, et tandis qu'il parlait, l'espace entre eux sembla se contracter, chargé de compréhension partagée et de quelque chose de plus dangereux. Et Sébastien se pencha en avant, ses yeux trouvant les siens dans la lumière de la lampe, et elle vit dans son expression un désir qui reflétait quelque chose qui s'éveillait dans sa propre poitrine, et l'air devint épais de possibilités. Puis il tendit la main à travers la petite distance entre leurs fauteuils, sa main tremblant légèrement en s'approchant de la sienne, et elle sentit chaque particule de son être attirée vers cette connexion. Mais juste au moment où leurs doigts auraient pu se toucher, Sébastien se retira brusquement, se levant d'un coup, son visage se tordant de conflit. Et il marmonna quelque chose sur l'heure tardive et la bienséance, et quitta la bibliothèque à pas rapides qui parlaient de fuite. Et Isadora resta seule dans la lumière de la lampe, sentant le fantôme de ce quasi-contact comme une marque sur sa peau, comprenant qu'ils s'étaient approchés d'un seuil qui les terrifiait tous les deux, et sachant avec une certitude absolue que tout entre eux avait irrévocablement changé. Les jours qui suivirent la rencontre dans la bibliothèque s'étirèrent en une semaine d'évitement prudent, et Sébastien se plongea dans les affaires avec une intensité qui le tint éloigné du manoir pendant de longues heures, se rendant aux fermes des tenanciers et rencontrant son intendant pour des questions qui auraient facilement pu attendre, et lorsqu'il était forcé de dîner avec Isadora, les repas se passaient dans un silence tendu, rompu seulement par les courtoisies les plus formelles, et elle le regardait se retirer derrière des murs qui semblaient maintenant plus hauts qu'avant,
et la douleur de cela se logea sous ses côtes comme quelque chose de physique, car avoir entrevu l'homme sous l'armure rendait sa distance renouvelée insupportable, et elle se demandait avec un désespoir croissant si elle possédait la force de continuer cette demi-vie, l'aimant, tandis qu'il fuyait la connexion même qui pourrait les sauver tous les deux. Et elle maintint sa dignité par la seule force de sa volonté, continuant ses devoirs de duchesse avec une grâce sans faille. Mais madame Pemberton remarqua les ombres sous ses yeux et la façon dont ses sourires ne dépassaient plus la performance. Et un après-midi gris, alors que novembre installait son emprise froide sur le domaine, Lady Caroline arriva à l'improviste, entrant dans le manoir avec son énergie caractéristique, et elle jeta un regard sur le sang-froid prudent d'Isadora et l'absence notable de son frère, et comprit immédiatement qu'une crise s'était produite, et après le dîner, lorsque Sébastien se retira dans son bureau comme c'était devenu son habitude, Caroline le suivit et ferma la porte derrière elle d'un clic décisif, et bien qu'Isadora ne pût entendre les mots échangés, elle entendit la voix élevée de Caroline à travers le chêne lourd, et le mot « lâche » porta clairement. Et plus tard, Caroline trouva Isadora dans le salon de musique et lui prit les mains avec une douceur surprenante, et dit que certains hommes exigeaient que l'on abatte leur défense des deux côtés, que Sébastien avait passé tant d'années à construire sa forteresse qu'il ne se souvenait plus comment en ouvrir les portes, et qu'Isadora ne devait pas confondre sa peur avec un manque de sentiment. Et Isadora sentit les larmes la menacer à cette gentillesse, mais maintint son sang-froid et remercia Caroline pour son inquiétude. Et le lendemain matin, apporta le courrier, et parmi la correspondance habituelle se trouvait une lettre adressée d'une écriture qu'Isadora avait autrefois connue intimement. Et ses doigts tremblèrent en brisant le sceau pour trouver l'écriture fleurie de Lord Edmund Pierce exprimant ses plus profonds regrets pour son comportement passé, affirmant que le temps et la maturité l'avaient amené à reconnaître sa terrible erreur, suggérant qu'ils pourraient peut-être se rencontrer pour qu'il puisse s'excuser convenablement et, le véritable objectif émergeant dans le dernier paragraphe, mentionnant qu'il se trouvait dans quelques difficultés financières et espérait qu'elle, maintenant si heureusement située, se souviendrait de leur ancienne affection avec assez de tendresse pour offrir son aide par l'influence de son mari. Et Isadora sentit quelque chose de froid et de clarifiant s'installer en elle en lisant cette manipulation transparente, et elle resta assise un long moment avec la lettre entre les mains. Comprenant que cet homme représentait tout ce qu'elle avait autrefois cru de l'amour, sa fausseté, la nature transactionnelle cachée sous de jolis mots, et pourtant ce qu'elle ressentait pour Sébastien était quelque chose de entièrement différent, quelque chose de réel, de terrifiant, et qui valait la peine de se battre. Et elle prit alors une décision, assise seule dans son salon du matin, tandis que la lumière d'hiver filtrait à travers les fenêtres, qu'elle ne laisserait pas la peur, ni celle de Sébastien, ni la sienne, détruire ce qui pourrait exister entre eux, mais avant qu'elle ne pût agir sur cette résolution, un valet de pied annonça que Lord Edmund Pierce était arrivé et l'attendait dans le salon, et son sang se glaça de choc qu'il ait osé venir ici sans y être invité, et elle se leva, les épaules carrées, et marcha vers une confrontation qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle affronterait néanmoins. Isadora entra dans le salon, le dos droit et l'expression soigneusement composée, et trouva Lord Edmund Pierce debout près des fenêtres, examinant la pièce d'un œil évaluateur qui parlait de calcul plutôt que d'admiration, et il se tourna à son entrée avec un sourire qu'elle avait autrefois trouvé charmant, mais qu'elle reconnaissait maintenant comme étudié, et il s'approcha d'elle, les mains tendues, comme s'ils étaient des amis intimes, se retrouvant après une agréable séparation, plutôt qu'un homme qui l'avait abandonné à son heure la plus sombre. Et il commença à parler avant qu'elle ne puisse formuler un salut, ces mots déferlant, en une contrition répétée, sur la façon dont il s'était comporté abominablement. Comment il avait été jeune et insensé et influencé par les préoccupations de sa famille concernant la prudence financière,
comment il avait regretté ses actions chaque jour depuis, et Isadora écouta avec une froideur croissante en comprenant que cette performance n'était qu'un préambule à son véritable objectif. Et en effet, après plusieurs minutes d'excuses intéressées, il passa à l'admiration de sa remarquable fortune en obtenant un mariage si avantageux. Puis, avec une manœuvre transparente, il mentionna ses propres difficultés récentes, des investissements qui avaient échoué, des dettes qui le pressaient, et suggéra avec une présomption mielleuse que sûrement elle se souvenait de leur profonde affection, avec assez de tendresse pour parler à son mari d'une aide, peut-être un prêt ou une introduction auprès de l'homme d'affaires du duc. Et Isadora sentit la rage s'allumer sous son sang-froid prudent face à son audace de présumer d'une connexion qu'il avait lui-même rompue, et elle ouvrit la bouche pour lui adresser un rejet cinglant lorsque la porte du salon s'ouvrit avec une telle force qu'elle heurta le mur, et Sébastien se tint dans l'embrasure avec une expression de fureur à peine contenue, et ses yeux se déplacèrent d'Isadora à Edmund et de nouveau vers elle avec une évaluation dangereuse, et Edmund eut le mauvais jugement de parler le premier, se présentant avec une fausse gaieté et faisant un commentaire sur le renouvellement de vieilles connaissances, et Sébastien traversa la pièce avec une grâce prédatrice et se positionna légèrement devant Isadora dans un geste de protection qui était sans équivoque. Et sa voix, lorsqu'il parla, était de la glace sur de l'acier, alors qu'il demandait par quelle présomption Lord Pierce était entré dans sa maison sans y être invité. Et la confiance d'Edmund vacilla, mais il se ressaisit avec une audace mal avisée, suggérant que sûrement la duchesse était heureuse de voir un vieil ami, que leur connexion passée lui donnait certains droits de visite, et les mains de Sébastien se crispèrent en point à cette insinuation. Et Edmund fit alors son erreur fatale, riant avec une bravade nerveuse et disant que sûrement ils comprenaient tous la nature pratique des mariages avantageux, qu'il ne gardait aucune rancune contre Isadora pour avoir assuré sa position par tous les moyens nécessaires, tout comme il avait été autrefois forcé de considérer ses propres exigences financières. Et les mots restèrent suspendus dans l'air pendant un moment cristallin avant que le contrôle de Sébastien ne vole complètement en éclats, et il frappa Edmund d'un coup qui envoya le plus petit homme tituber en arrière contre une table d'appoint, puis Sébastien fut de nouveau sur lui, le hissant par sa cravate, et sa voix sortit en un grognement qu'Isadora n'avait jamais entendu de lui, alors qu'il informait Edmund qu'il avait insulté une dame d'un honneur impeccable, qu'il quitterait cette maison immédiatement et ne s'approcherait plus jamais de la duchesse, que si Sébastien n'entendait ne serait-ce qu'un murmure d'Edmund prononçant son nom en public, il le détruirait si complètement qu'aucune maison respectable en Angleterre ne le recevrait, et il relâcha Edmund avec une poussée vers la porte où 2 valets de pied étaient apparus. Appelé par le tumulte, et Sébastien leur ordonna de retirer Lord Pierce de la propriété et de s'assurer qu'il ne revienne jamais, et Edmund s'enfuit avec ce qui restait de sa dignité. Puis Sébastien se tourna vers Isadora, avec la fureur brillant encore dans ses yeux, mais se transmutant en autre chose, alors qu'il la regardait, quelque chose de brut, d'exposé et de terrifiant dans son intensité. Et elle resta figée à le regarder, son cœur battant contre ses côtes, secoué non par la présomption d'Edmund, mais par la passion de la défense de Sébastien, par la preuve indéniable que ce qui se trouvait entre eux avait largement dépassé les limites de leur arrangement prudent. Le silence qui suivit le départ d'Edmund s'étira entre eux comme quelque chose de vivant et de tremblant, et Isadora resta clouée au sol, regardant la poitrine de Sébastien se soulever sous l'effet de la violence et de la passion, ses mains portant encore la tension d'une fureur à peine contenue, et elle sentit sa propre colère monter, non pas contre la présomption d'Edmund, mais contre l'homme en face d'elle, contre des mois de distance prudente et de murs reconstruits après chaque moment de connexion, et sa voix sortit, aiguë d'émotion, alors qu'elle exigeait de savoir de quel droit il avait à une telle rage en son nom, alors qu'il avait passé des semaines à éviter sa présence même. Et Sébastien se tourna vers elle, les yeux encore flamboyants,
et dit d'une voix rauque de sentiment qu'il en avait tout à fait le droit en tant que son mari. Et elle rit amèrement à cette revendication de prérogative maritale de la part d'un homme qui avait insisté pour que leur arrangement reste sans effusion de sang et pratique, et ils se tinrent dans les ruines de la civilité du salon, échangeant des mots qui coupaient plus profondément que l'un ou l'autre ne l'avait prévu, des accusations sur la fierté et la peur et la torture de vivre une demi-vie, et le contrôle de Sébastien vola finalement en éclats alors qu'il s'approchait d'elle, lui saisissait les épaules et avouait dans un flot de mots qu'il l'aimait depuis le tout début, qu'il l'avait vue dans ce marché aux fleurs, avait reconnu son nom dans les feuilles de scandale, connaissait son histoire et avait été incapable de s'éloigner, que chaque rose qu'il achetait avait été une excuse pour se tenir près d'elle juste un instant de plus, que son arrangement prudent avait été l'acte d'un lâche qui la désirait désespérément, mais était trop terrifié par la vulnérabilité pour l'atteindre honnêtement. Et Isadora le dévisagea, tandis que ses mots se déversaient comme une rupture de barrage, et sa colère se transmuta en autre chose alors qu'elle comprenait la profondeur de sa tromperie, et elle frappa sa poitrine de la paume de sa main et exigea de savoir comment il avait pu être si cruel, de la lier à lui tout en maintenant une telle distance, de la forcer à l'aimer tout en feignant l'indifférence, et à ces mots, la forcer à l'aimer. Sébastien devint complètement immobile, et ses mains s'adoucirent sur ses épaules, alors qu'il demandait d'une voix dépouillée de toute défense si elle pensait ce que ces mots impliquaient. Et Isadora sentit les larmes lui brûler les yeux, alors qu'elle avouait que oui, elle l'aimait, qu'elle avait lutté contre cela avec chaque particule de son être, mais qu'elle était tombée néanmoins, que le voir se retirer après la bibliothèque avait été une agonie, qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette demi-existence d'être sa femme de nom, tout en restant des étrangers en vérité. Et l'expression de Sébastien s'effondra en quelque chose de brut et d'exposé, et il la serra contre lui avec une force désespérée, enfouit son visage dans ses cheveux et murmura qu'il était désolé, si désespérément désolé pour sa lâcheté, que la peur de devenir comme son père ou de souffrir comme sa mère l'avait rendu cruel, alors qu'il ne voulait que l'aimer comme elle le méritait. Et les mains d'Isadora s'agrippèrent à son manteau, alors que des mois de retenue prudente se brisèrent enfin, et elle sentit ses larmes chaudes contre sa tempe, alors qu'il la tenait avec une intensité tremblante, et ils restèrent enlacés dans le salon dévasté, tandis qu'à l'extérieur, le crépuscule d'hiver s'installait, et qu'à l'intérieur, quelque chose de nouveau, de fragile et d'infiniment précieux commençait à prendre forme entre leurs cœurs unis. Et quand Sébastien se retira enfin assez pour la regarder, ses yeux ne contenaient aucune de leur distance étudiée, mais seulement un amour nu et un espoir terrifié. Et Isadora leva la main pour toucher son visage avec émerveillement, traçant la preuve de ses larmes, et murmura qu'elle lui pardonnait, qu'elle comprenait la peur, que peut-être ils pourraient recommencer avec honnêteté entre eux. Et Sébastien attrapa sa main et pressa ses lèvres contre sa paume en une gratitude et une supplication muette. Sébastien la conduisit hors du salon avec des mains douces, dépassant les yeux curieux des domestiques qui se retirèrent discrètement, et ils gravirent le grand escalier, dans un silence qui vibrait de possibilité plutôt que de distance, et lorsqu'ils atteignirent le couloir où se trouvaient leurs chambres séparées, ils s'arrêtèrent tous les deux, et Sébastien se tourna vers elle avec une telle vulnérabilité nue dans son expression que le souffle d'Isadora se coupa, et il lui demanda la permission de rester avec elle, non par devoir ou arrangement, mais en tant que mari qui aimait sa femme. Et elle répondit en prenant sa main et en le menant à travers les portes de sa chambre. Et une fois à l'intérieur, le monde enfermé à l'extérieur, il parla de nouveau d'une voix rauque d'émotion, lui disant que le matin où il avait acheté toutes les roses était le matin où il ne pouvait plus supporter de la voir gelée dans le froid de l'aube en vendant des fleurs pour survivre, qu'il était allé à ce marché tous les jours pendant des semaines, en rassemblant le courage de lui parler au-delà d'une simple transaction, qu'il avait connu son nom, son histoire
et le scandale de son père, et que rien de tout cela n'avait importé, parce qu'il avait vu en elle quelque chose de pur et d'incassable. Et il avoua que lorsqu'il avait redessiné les jardins du domaine après leur mariage, il avait planté des roses partout, parce que leur parfum lui rappelait elle, parce qu'il voulait être entouré d'une beauté qui faisait écho à ce qu'il ressentait mais ne pouvait pas dire. Et Isadora écouta, des larmes coulant sur son visage, alors que des mois de retenue prudente se brisaient enfin, et elle lui dit qu'elle l'avait aimé malgré elle, qu'elle avait essayé si fort de protéger son cœur, mais qu'il avait franchi toutes les défenses avec ses petites gentillesses, avec des livres laissés sur des tables et sa présence au petit déjeuner, et la façon dont il écoutait quand elle parlait, comme si ses mots avaient de la valeur. Et Sébastien lui prit le visage dans ses mains avec une tendresse infinie, et essuya ses larmes de ses baisers, puis il l'embrassa sur la bouche avec une révérence qui la fit trembler, et le baiser s'approfondit en quelque chose de désespéré et de guérisseur. Des mois de désir enfin autorisés à émerger, et ils se rejoignirent avec une urgence maladroite, se dépouillant non seulement de leurs vêtements, mais de toutes les prétentions et de tous les murs qui les avaient tenus séparés, et Sébastien vénérait son corps avec ses mains et sa bouche, comme si elle était quelque chose de sacré. Et Isadora découvrit que sous sa froideur étudiée se cachait un homme capable d'une profonde tendresse, et leur union fut à la fois féroce et douce, une revendication et une reddition. Et après, ils restèrent enlacés dans l'obscurité, parlant à voix basse de la peur et de l'espoir et du courage terrifiant nécessaire pour aimer pleinement. Et Sébastien traçait des motifs sur sa peau et lui disait qu'elle était extraordinaire. Et Isadora pleura de nouveau, mais cette fois de joie, et ils firent l'amour de nouveau à l'approche de l'aube, plus lentement et plus profondément, s'apprenant l'un l'autre avec émerveillement. Et quand la lumière du matin se déversa enfin à travers les fenêtres, ils y firent face ensemble, les bras de Sébastien enroulés autour d'Isadora par derrière, alors qu'il se tenait à la fenêtre donnant sur les jardins de roses qu'il avait plantés pour elle. Et il pressa ses lèvres contre sa tempe et murmura que c'était leur véritable commencement. Et Isadora s'appuya contre lui, sentant pour la première fois, depuis l'effondrement de son monde, qu'elle avait trouvé non seulement la sécurité, mais un foyer. Et dans la lumière dorée du matin, ils se tinrent ensemble, transformés, deux âmes blessées qui avaient trouvé l'une en l'autre le courage de guérir. Les semaines qui suivirent leur percée se déroulèrent comme un rêve transformé en réalité éveillée, et les premières preuves du changement apparurent de manière modeste mais indubitable, la main de Sébastien cherchant celle d'Isadora sous la table du petit déjeuner, son rire résonnant dans des couloirs qui n'avaient connu qu'un silence austère, la façon dont il la regardait à travers les pièces avec une affection si nue que les domestiques échangeaient des regards et des sourires entendus. Madame Pemberton fit remarquer au cuisinier que le duc semblait avoir 10 ans de moins, que la chaleur était revenue au manoir Ashford après une absence si longue qu'elle avait oublié ce que c'était, et en effet, l'atmosphère même de la grande maison sembla changer à mesure que l'hiver s'approfondissait. Comme si l'amour entre son maître et sa maîtresse avait altéré quelque chose de fondamental dans les pierres anciennes. Isadora s'attela à la transformation de leur demeure avec une détermination née de la joie, consultant Sébastien sur chaque changement, et ensemble, ils ouvrirent des pièces fermées, remplacèrent les lourdes tentures par des tissus plus légers, et remplirent les vases de roses de serre, même pendant les mois les plus froids. Et Sébastien la regardait travailler avec émerveillement dans les yeux, s'émerveillant de la façon dont elle pouvait prendre sa forteresse et en faire un foyer par rien de plus que le soin et l'attention à la beauté. Ils commencèrent à travailler ensemble sur les projets caritatifs, qui avaient autrefois été son domaine solitaire, se rendant aux fermes des tenanciers et aux chaumières du village comme un front uni, et les ouvriers du domaine, qui avaient initialement considéré leur duchesse avec méfiance, la regardaient maintenant avec une affection ouverte, alors qu'elle apprenait les noms de leurs enfants, se souvenaient de leurs préoccupations
et parlait à Sébastien en leur nom avec un plaidoyer doux qu'il ne pouvait jamais refuser. Lorsque février arriva avec ses brefs dégels et ses gels soudains, Caroline revint pour une visite prolongée et trouva son frère si complètement transformé qu'elle serra Isadora dans ses bras avec des larmes de gratitude, avouant qu'elle avait craint que Sébastien ne soit perdu à jamais dans son isolement auto-imposé. Et tous les trois passèrent des soirées en conversation amicale qui ressemblaient à une famille d'une manière que la grande maison n'avait pas connue depuis l'enfance de Sébastien. Lorsque mars apporta la nécessité d'un petit rassemblement, des obligations envers les familles voisines qui ne pouvaient être reportées, Isadora et Sébastien le planifièrent ensemble, et le soir de l'événement, elle se tenait dans la salle de bal, vêtue d'une soie saphir que Sébastien avait commandée pour elle, et il la regardait se déplacer parmi leurs invités avec une grâce naturelle et une chaleur authentique, et son cœur se gonfla d'un amour et d'une fierté si féroces que Caroline, l'observant, rit doucement et fit remarquer qu'il ressemblait à un homme ivre de bonheur plutôt que de vin. Il y eut un moment au cours de cette soirée où Isadora parlait avec la femme du vicaire de la création d'une bibliothèque de prêt pour le village, animée et engagée, la lumière des lampes se reflétant dans ses cheveux sombres et ses joues colorées par la chaleur de la pièce et le plaisir d'une conversation utile, et Sébastien eut un éclair de mémoire. Isadora, au marché aux fleurs en soie en lambeaux et sous la neige tombante, belle et digne, malgré ces circonstances désespérées, et le contraste entre cette image et la femme devant lui maintenant, en sécurité, chérie et rayonnante de contentement, le frappa avec une force presque physique, et lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard à travers la pièce, elle sourit avec une telle intimité et une telle connivence que plusieurs invités remarquèrent l'échange et chuchotèrent sur la profondeur de la dévotion qui semblait unir le duc et la duchesse, et Sébastien traversa la pièce jusqu'à elle, se souciant peu de ce que la société pourrait penser de son attachement évident, prit sa main et la porta à ses lèvres, à la vue de tous leurs invités, et les yeux d'Isadora brillèrent de larmes de joie non versées, alors qu'elle serrait ses doigts en une communication silencieuse de tout ce que les mots ne pouvaient transmettre. Alors qu'Avril arrivait avec sa douce promesse de renouveau, apportant des pluies douces qui faisaient sortir les pousses vertes de la terre durcie par l'hiver et remplissaient l'air du parfum des choses qui poussent, Sébastien proposa un voyage qui fit battre le cœur d'Isadora d'une douceur douloureuse, un retour à Londres, au marché aux fleurs, où leur histoire avait vraiment commencé, et bien qu'il n'expliquât pas son intention complète, elle lui faisait maintenant assez confiance pour simplement prendre sa main et accepter, et ainsi, un matin où la rosée s'accrochait encore aux pétales de rose, ils partirent pour la ville dans la voiture ducale, parlant de petites et de grandes choses, tandis que les kilomètres défilaient sous eux, le pouce de Sébastien traçant des cercles sur sa paume dans une affection absente qui avait encore le pouvoir de faire accélérer sa respiration. Londres les accueillit avec sa cacophonie familière, les rues grouillant de vie et de commerce, mais lorsque leur voiture s'arrêta, Isadora réalisa avec choc qu'ils s'étaient arrêtés au coin précis où elle avait autrefois vendu des fleurs en soie en lambeaux et avec une dignité désespérée, et Sébastien l'aida à descendre avec des mains prudentes et la conduisit là où se tenait autrefois sa vieille charrette, sauf que maintenant se trouvait un véritable étal de fleurs, avec un auvent lumineux et une construction solide, et sortant de derrière, vinrent Martha et le vieux Tom et la jeune Annie, ses anciens compagnons de vente de rue, mais ils étaient vêtus de vêtements propres et chauds, et leurs visages avaient perdu le désespoir décharné dont elle se souvenait, et Martha se précipita en avant, des larmes coulant pour l'embrasser, et à travers ses propres larmes, Isadora entendit l'histoire, que le duc avait acheté le coin du marché et établi un fonds assurant que les vendeurs de fleurs
pourrait travailler avec dignité et sécurité, qu'il avait arrangé un abri convenable, des prix équitables et une protection contre les rudes éléments qui avaient autrefois été leur ennemi constant. Et Isadora se tourna vers Sébastien avec une émotion si écrasante que les mots lui manquèrent, et il la serra simplement contre lui et murmura contre ses cheveux qu'il ne pouvait pas changer ses souffrances passées, mais qu'il pouvait les honorer, en s'assurant que d'autres n'aiment pas à endurer la même chose. Et ils passèrent des heures parmi ces vieux amis, qui les bénirent tous les deux, et parlèrent de la générosité du duc avec révérence. Et Isadora vit dans le geste de Sébastien non seulement de la gentillesse, mais une profonde compréhension de ce que ces mois désespérés avaient signifié pour elle, comment ils avaient forgé sa force, même s'ils avaient brisé ses circonstances, et quand ils retournèrent enfin à leur logement, alors que la lumière de l'après-midi devenait dorée, elle sentit une telle plénitude de cœur qu'elle pensa qu'elle pourrait en éclater. Et ce soir-là, alors qu'ils dînaient en privé dans leurs appartements, elle prit la main de Sébastien et la posa sur son ventre, et lui dit d'une voix tremblante de joie qu'elle portait son enfant, que leur amour avait créé une nouvelle vie. Et le visage de Sébastien se transforma avec un tel émerveillement et une telle tendresse féroce qu'elle vit la dernière ombre du duc froid et distant se dissoudre enfin pour toujours, remplacée entièrement par l'homme qu'elle aimait. Et il s'agenouilla devant sa chaise, et pressa son front contre son ventre, et pleura des larmes qu'il n'avait peut-être pas versées depuis l'enfance, et Isadora berça sa tête contre elle, et sentit la justesse parfaite de ce moment, le printemps apportant la promesse d'une nouvelle vie pour eux, comme il apportait le renouveau au monde, leur transformation complète, leur avenir se déployant comme des pétales s'ouvrant à la lumière du soleil.